Maman, ne ferme pas la porte! S'il te plaît, maman! La petite voix s'est brisée dans un sanglot, tandis que de minuscules poings martelaient le bois usé. Le claquement sec de la porte qui se referme a résonné dans la rue glaciale comme un coup de feu, laissant derrière lui un silence plus assourdissant encore que les pleurs. Ce que personne ne savait à cet instant, c'est que ce son n'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'une histoire qui allait détruire une fortune et révéler un secret mortel. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de ce récit. Après, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à cette histoire. Et si elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je compte vraiment sur vous. L'homme qui a entendu ce cri n'aurait jamais dû se trouver là. Son nom était Antoine Dubois, et sa vie se déroulait à des kilomètres de ces rues modestes et humides de Lyon. Antoine était un millionnaire, un homme de 50 ans qui avait sculpté la ville à son image, érigeant des immeubles de verre et d'acier là où d'autres ne voyaient que des friches. Son appartement, un immense penthouse dans le 6e arrondissement, offrait une vue imprenable sur la colline de Fourvière, une carte postale vivante de sa réussite. Chaque matin, il enfilait un costume sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer annuel de l'immeuble où la porte venait de se fermer. Sa voiture allemande glissait sans un bruit sur les pavés, un cocon de luxe et de silence le protégeant du monde extérieur. Mais cette façade impeccable, cette armure de succès, dissimulait une faillite bien plus profonde. Antoine Dubois était un homme rongé par le vide. Il n'y avait pas de tragédie spectaculaire dans son passé, pas d'accident de voiture ni de maladie foudroyante. Il y avait eu une érosion lente, un divorce où, jour après jour, il avait choisi son ambition plutôt que sa femme, son bureau plutôt que le parc, un appel d'affaires plutôt qu'une histoire avant de dormir. Sa fille, Camille, était désormais une jeune femme dont il n'avait pas vu le visage depuis une décennie. Une photo jaunie sur son bureau était tout ce qui lui restait d'elle. Chaque soir, il rentrait dans son appartement silencieux, un mausolée magnifique où le seul bruit était le sifflement de sa machine à café hors de prix. La culpabilité était une ombre qui le suivait partout, un poids invisible sur ses épaules parfaitement taillées. Ce soir de novembre, le froid mordait. Une brume épaisse s'accrochait au quai de Saône, transformant les lumières de la presqu'île en halos fantomatiques. Pour éviter les embouteillages du centre-ville, Antoine avait fait un détour par un quartier qu'il ne traversait jamais, un labyrinthe de rues étroites et d'immeubles fatigués. Il était agacé, en retard pour un dîner où il s'ennuierait de toute façon. C'est alors qu'il l'a vue. La scène, éclairée par la lumière crue d'un lampadaire, l'a forcé à ralentir. Une jeune femme, le visage ravagé par l'épuisement et la peur, poussait une petite fille hors d'une porte cochère. La fillette ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Elle portait un manteau rose, bien trop fin pour le vent glacial qui s'engouffrait dans la rue. Ses petits poings frappaient la porte, encore et encore, tandis que ses supplications déchiraient de l'air. Antoine a senti une pointe d'irritation. Un drame de la misère ordinaire, pensa-t-il. Il a posé la main sur le levier de vitesse, prêt à redémarrer et à laisser cette scène sordide derrière lui. Mais au moment où il allait accélérer, ses phares ont balayé le visage de l'enfant. Un visage inondé de larmes, des grands yeux bruns remplis d'une terreur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Et dans ce visage, Antoine a vu un fantôme. Il a vu sa propre fille, Camille, au même âge, le regardant depuis le seuil de la porte le jour de son départ définitif. Le souvenir l'a frappé comme un coup de poignard en plein cœur, lui coupant le souffle. La petite fille s'appelait Léa. Dans ses bras, elle serrait contre elle un vieil ours en peluche à l'œil manquant, un compagnon élimé qu'elle appelait Pompon. Ce n'était pas un simple jouet. C'était son ancre dans un monde qui venait de basculer. Ce qu'Antoine ne pouvait pas deviner, c'est que cet enfant, abandonné sur un trottoir lyonnais, était le lien vivant avec la plus grande erreur de sa vie. Une erreur sur laquelle une partie de sa fortune avait été bâtie. Contre toute logique, contre toutes les habitudes qu'il avait cultivées pendant des années, Antoine a coupé le moteur. Il est sorti de sa voiture, le froid le saisissant instantanément. Le contraste entre le cuir chauffant de son siège et l'air glacial de la rue était brutal. Il s'est approché lentement de Léa, qui a reculé, méfiante, serrant encore plus fort son ours en peluche. Pour la rassurer, sans même y penser, il s'est mis à fredonner. Une vieille berceuse que sa grand-mère lui chantait, une mélodie simple et presque oubliée, qu'il n'avait pas murmurée depuis qu'il la chantait à sa propre fille pour l'endormir. Et là, quelque chose d'impossible s'est produit. La petite fille a cessé de pleurer. Elle a levé ses grands yeux vers lui,
et d'une petite voix tremblante, elle a terminé la mélodie. C'était un air si peu connu, une chanson de famille transmise de génération en génération. Comment cet enfant pouvait-elle la connaître? Ce détail, absurde et inexplicable, a été le crochet qui s'est planté dans la conscience endormie d'Antoine. Il ne pouvait plus la laisser là. Il ne pouvait plus redémarrer sa voiture et l'oublier. Il s'est accroupi à sa hauteur, ignorant le froid qui transperçait son pantalon de costume. « Ça va aller » a-t-il murmuré, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Viens, monte dans la voiture, juste pour te mettre au chaud. » Il se promettait d'appeler l'aide sociale à l'enfance, de faire ce qu'il fallait, puis de retourner à sa vie. Mais il ne savait pas encore que cette porte qui s'était fermée pour Léa venait d'en ouvrir une autre dans sa propre vie, une porte qu'il croyait condamnée à jamais. Le silence dans l'habitacle de la voiture était presque aussi glacial que la nuit à l'extérieur. Léa, recroquevillée sur le siège passager en cuir, semblait minuscule, une petite poupée de chiffon dans un écrin de luxe. Elle ne disait rien, se contentant de fixer les lumières de Lyon qui défilaient, des traînées de couleurs floues à travers la vitre. Antoine conduisait machinalement, ses mains gantées de cuir serrant le volant. Chaque virage le ramenait vers son monde, celui des avenues larges et des façades haussmanniennes, et chaque mètre l'éloignait un peu plus de la ruelle sombre où il l'avait trouvée. Mais il sentait que quelque chose de ce quartier s'était accroché à lui, comme la buée sur les vitres, et ne partirait pas. L'arrivée dans le parking souterrain de son immeuble fut un choc pour la fillette. Le bruit du portail automatique, les néons blancs, tout était agressif et impersonnel. Quand l'ascenseur privé s'ouvrit directement dans le salon d'Antoine, Léa eut un mouvement de recul, ses grands yeux s'écarquillant devant l'immensité de la pièce. C'était un espace conçu pour impressionner, avec des plafonds de 4 mètres de haut, des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville endormie, et un mobilier design qui semblait flotter sur le parquet sombre. Pour un homme seul, c'était un palais. Pour une enfant perdue, c'était un désert. « Tu as faim ?» demanda Antoine, sa propre voix sonnant étrangement dans le silence de cathédrale de son appartement. Il se sentit soudain maladroit, un étranger dans sa propre maison. Il savait négocier des contrats de plusieurs millions d'euros, mais il ne savait pas quoi faire d'une petite fille de 6 ans. Léa hocha timidement la tête, sans jamais lâcher son ours pompon. Antoine se dirigea vers sa cuisine ultramoderne, un chef-d'œuvre d'acier inoxydable et de surface laquée. Il ouvrit son réfrigérateur, presque vide à l'exception d'une bouteille de vin blanc et d'un morceau de parmesan. Une vague de honte le submergea. Il n'y avait rien ici pour un enfant, rien qui ressemble à un foyer. Finalement, il trouva un carton de lait et des biscuits secs dans un placard. Il servit le tout dans un bol en porcelaine fine, se sentant ridicule. Assise sur un canapé qui valait probablement le prix d'une petite voiture, Léa grignotait son biscuit, les pieds ne touchant pas le sol. Antoine s'assit en face d'elle, gardant une distance respectueuse. « Comment s'appelle ta maman ?» demanda-t-il doucement. « Sophie » répondit la fillette d'une voix à peine audible. « Et ton papa ?» Le visage de Léa s'assombrit. « Papa, il est au ciel, il est tombé. »« Tombé ?» répéta Antoine, le cœur serré. « Oui, sur son travail. Il construisait des maisons très hautes. Il disait toujours que son grand patron était un homme bien, mais qu'il ne savait pas que le méchant monsieur du chantier utilisait des briques en carton. » Antoine se figea. Des briques en carton. La phrase d'enfant, absurde et imagée, fit naître en lui un malaise indéfinissable. Un écho lointain, une sonnette d'alarme qu'il ne parvenait pas à situer. Il chassa cette pensée. C'était le délire d'une enfant traumatisée, rien de plus. Sa priorité était de retrouver cette Sophie. Le lendemain matin, après une nuit où Léa avait dormi dans la chambre d'amis, un espace immaculé qui n'avait jamais servi, Antoine retourna dans le quartier où il l'avait trouvée. En plein jour, l'endroit semblait encore plus gris et fatigué. L'opulence de sa voiture attirait les regards méfiants des passants. Il se gara et retourna devant l'immeuble de la veille. Il interrogea la concierge, une femme âgée au regard las, qui balayait le trottoir. « Sophie ? Oui, je la connais. Une brave fille, mais acculée. Elle est partie hier soir. Le propriétaire l'a mise dehors. »« Le propriétaire ? Qui est-ce » La concierge jeta un regard nerveux autour d'elle avant de répondre. « Monsieur Bernard. C'est lui qui possède la moitié du quartier. Si vous lui devez de l'argent, votre vie devient un enfer. » Le nom ne disait rien à Antoine, mais la peur dans la voix de la femme était éloquente. Il monta jusqu'à l'appartement de Sophie. La porte était entr'ouverte,
Un sceau de la police a posé dessus. À l'intérieur, c'était le chaos. Des meubles renversés, des affaires jetées au sol. On aurait dit une fuite précipitée, ou pire, une perquisition violente. Antoine sentit que cette histoire était bien plus complexe qu'un simple drame de la pauvreté. Il retourna à sa voiture et appela son assistante. « Caroline, j'ai besoin d'une information. Cherchez dans nos archives des 3 ou 4 dernières années. Un employé nommé Julien. Je n'ai pas son nom de famille. C'était un architecte. Il est décédé dans un accident sur l'un de nos chantiers. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de son assistante, habituellement si neutre, se fit hésitante. « Julien Mercier, monsieur ? Oui, je me souviens. Un terrible accident sur le chantier de la Confluence, il y a 3 ans. Le rapport avait conclu à une négligence de sa part. » Le monde d'Antoine bascula. Julien Mercier, le père de Léa. Il était mort sur l'un de ses chantiers. Et Antoine, en tant que grand patron, avait signé ce rapport sans même le lire attentivement, trop pressé de classer l'affaire et d'éviter un scandale qui aurait pu retarder le projet. La phrase de Léa lui revint en mémoire, assourdissante. Le méchant monsieur du chantier utilisait des briques en carton. Ce n'était peut-être pas un délire d'enfant. C'était peut-être la vérité. Une vérité qu'il avait lui-même, par sa négligence et son ambition, aidé à enterrer avec le corps d'un homme innocent. La petite fille qui dormait dans sa chambre d'amis n'était pas juste une enfant abandonnée. Elle était le fantôme de sa propre conscience, venu frapper à la porte de sa forteresse dorée. Et il comprenait maintenant qu'il ne pourrait plus jamais la refermer. Le retour à son bureau le lendemain matin fut radicalement différent de tous les autres jours de sa vie. D'ordinaire, il y entrait en conquérant, le regard fixé sur les chiffres, les plans, les profits. Ce jour-là, il s'y sentit comme un cambrioleur, un intrus dans son propre empire. Il ignora les salutations de ses employés et se dirigea directement vers la salle des archives, un sous-sol climatisé où dormaient les fantômes de ses projets passés. Il demanda le dossier du chantier de la Confluence, projet phare qui avait assis sa réputation. Le carton était lourd, poussiéreux. En l'ouvrant, une odeur de papier vieilli lui monta aux narines, l'odeur de l'oubli. Il passa des heures à éplucher les documents, ses doigts habitués au papier glacé des magazines financiers, découvrant la texture rêche des factures et des rapports techniques. Et il le trouva. Le nom de l'antagoniste de l'histoire de Léa, le méchant monsieur du chantier, Monsieur Bernard. Il n'était pas un simple sous-traitant, mais le fournisseur principal pour les matériaux de gros œuvres. Les factures étaient exorbitantes, bien au-dessus des prix du marché de l'époque. Mais elles avaient été validées par le chef de chantier. Un chef de chantier qui avait démissionné quelques semaines après la mort de Julien. Antoine sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Tout était là, sous ses yeux, depuis 3 ans. Des anomalies comptables, des signatures qui semblaient trop rapides, des rapports d'inspection superficiels. Julien Mercier avait dû voir tout cela. Il avait dû comprendre. Et il s'apprêtait à parler. La négligence n'était pas celle de Julien. C'était la sienne. Une négligence volontaire, née de l'arrogance et de la course effrénée au profit. Pendant ce temps, dans le silence de l'appartement forteresse, Léa menait sa propre exploration. Elle avait découvert le bureau d'Antoine, une pièce sombre aux murs couverts de livres qu'elle ne pouvait pas lire. Sur le grand bureau en acajou, elle aperçut la photo jaunie d'une jeune fille au sourire triste. Elle la prit délicatement entre ses doigts. Quand Antoine rentra ce soir-là, épuisé et le cœur lourd, il la trouva assise par terre, dessinant sur une feuille de papier. Il s'approcha et regarda par-dessus son épaule. Elle avait dessiné 2 personnages, un grand, avec un costume, et un petit, avec un manteau rose. Ils se tenaient en la main. À côté d'eux, elle avait dessiné un grand bâtiment, mais les briques étaient en toutes de travers, comme si elles allaient s'écrouler. « C'est la maison en carton », dit-elle sans lever les yeux. Le dessin, si simple et si terrible, fut une nouvelle décharge électrique pour Antoine. Cet enfant portait en elle la vérité, sans même le savoir. Il devait protéger cette vérité. Il devait la protéger, elle. Le lendemain, il prit une décision. Il n'allait pas utiliser ses avocats, ni ses contacts. Il allait affronter Bernard lui-même, en homme. Il se renseigna. Monsieur Bernard tenait une boutique de prêteurs sur gage qui lui servait de façade dans le même quartier où vivait Sophie. C'était là qu'il régnait sur son petit royaume de misère. Antoine s'y rendit dans sa berline, qui semblait encore plus déplacée dans ses rues que la veille.
La boutique était sombre, sentant le renfermer et les vies brisées. Derrière un comptoir en bois usé se tenait un homme d'une soixantaine d'années, impeccablement vêtu d'un costume gris. Il avait des cheveux argentés coiffés en arrière et un sourire affable qui n'atteignait pas ses yeux, froid et calculateur comme des billes de verre. C'était Monsieur Bernard. « Puis-je vous aider, monsieur » demanda-t-il d'une voix mielleuse. « Je suis Antoine Dubois, » dit Antoine, sa voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. « Je crois que nous avons des affaires en commun. » Le sourire de Bernard ne vacilla pas, mais un éclair de méfiance passa dans son regard. « Dubois, le promoteur, bien sûr. Le chantier de la Confluence. Une belle réussite. C'est dommage pour ce jeune architecte. » « Mercier, c'est ça? Un accident si bête. » Il prononça le mot « bête » avec une lenteur calculée, un venin subtil. « Je m'intéresse de près à cet accident, » répondit Antoine, le fixant droit dans les yeux, « et aux matériaux que vous avez fournis. » Bernard eut un petit rire sec. « Monsieur Dubois, les affaires sont les affaires. Les rapports ont été signés, les factures payées. Tout a été fait dans les règles. Vous devriez laisser le passé où il est. Parfois, en remuant la boue, on ne fait que se salir soi-même. C'était un avertissement à peine voilé. Une menace polie, bien plus effrayante qu'un cri. Antoine comprit qu'il avait affaire à un serpent. Un homme qui avait bâti sa fortune sur la peur et qui n'hésiterait pas à détruire quiconque se mettrait en travers de son chemin. En sortant de la boutique, Antoine sentit pour la première fois depuis des années une peur primale. Ce n'était pas la peur de perdre de l'argent ou un contrat. C'était la peur physique pour sa sécurité, et surtout pour celle de Léa. En remontant dans sa voiture, il vit le reflet de Bernard dans son rétroviseur. Il était sur le pas de sa porte, le regardant partir, son téléphone à l'oreille. Le message était clair. Le jeu avait commencé, et Antoine était désormais une cible. Ce soir-là, alors qu'il bordait Léa dans le lit de la chambre d'amis, la fillette serra son ours Pompon contre elle. « Papa me disait toujours de bien prendre soin de Pompon, » murmura-t-elle, à moitié endormie. « Il disait que c'était notre trésor secret. » Un trésor secret. Antoine regarda le vieil ours en peluche, son œil manquant semblant le fixer. Il sentit une couture un peu plus épaisse que les autres, sur le côté de l'animal. Une intuition le traversa. Et s'il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur? Mais il n'osa pas y toucher. Pas encore. Pour l'instant, sa seule mission était de s'assurer que le monstre qu'il avait rencontré aujourd'hui ne puisse jamais s'approcher de cet enfant. Il ne savait pas encore que le monstre était déjà en train de manœuvrer et que sa prochaine attaque serait bien plus personnelle et dévastatrice qu'il ne pouvait l'imaginer. La manœuvre de Bernard fut plus rapide et plus cruelle qu'Antoine n'aurait pu le concevoir. Le lendemain après-midi, alors qu'il essayait d'apprendre à Léa à jouer aux échecs sur un plateau en marbre qui n'avait jamais servi, la sonnette de l'interphone retentit. Ce n'était pas son assistante, ni un livreur. C'étaient deux femmes à l'air sévère, une mallette à la main, qui se présentèrent comme des employés de l'aide sociale à l'enfance. Quelqu'un avait passé un appel anonyme. Un signalement. Un homme riche et seul, retenant une petite fille dans son appartement de luxe. L'histoire, présentée sous cet angle, était sordide et crédible. Antoine tenta d'expliquer, de se justifier, mais ses mots se heurtaient à un mur de procédure. Pour ces femmes, il n'était pas un sauveur, il était un suspect. Son appartement, symbole de sa puissance, devenait une cage dorée, une preuve à charge. « Monsieur Dubois, nous comprenons votre intention, mais vous n'avez aucune autorité légale sur cet enfant, » déclara la plus âgée des deux, son regard balayant froidement le salon immense. « Léa doit être placée dans un foyer d'accueil, le temps que nous retrouvions sa mère et que nous évaluions la situation. » La panique s'empara d'Antoine. Il vit Léa, qui s'était cachée derrière ses jambes, trembler de tous ses membres. La livrer à des inconnus, à un système froid et impersonnel, c'était la trahir. C'était la jeter à nouveau dehors, fermer une autre porte à son visage. Il utilisa les seuls arguments qu'il connaissait. Son nom, son influence, son argent. Il promit de payer les meilleurs avocats, de créer une fondation. Mais rien n'y fit. Il n'était plus le millionnaire tout-puissant. Il était juste un homme, face à un protocole implacable. Finalement, il réussit à négocier un sursis. Un délai de 48 heures. 2 jours pour retrouver Sophie, la mère de Léa, ou pour fournir une preuve tangible qu'il agissait dans le meilleur intérêt de l'enfant. 2 jours avant que le système ne la lui arrache. Le compte à rebours avait commencé. Cette nuit-là, le sommeil fut impossible. L'immense appartement semblait se rétrécir autour de lui. Il regardait Léa dormir,
son petit visage apaisé contrastant avec la tempête qui faisait rage en lui. Son regard se posa sur l'ours en peluche, Pompon, posé sur la table de chevet. La phrase de la fillette lui revint en mémoire. « C'est notre trésor secret. » Un trésor, un secret. Poussé par un désespoir grandissant, il prit délicatement le vieil ours. Il le palpa, le retourna. Il sentit à nouveau cette couture sur le côté, plus épaisse, plus rigide que les autres. Son cœur se mit à battre plus fort. Il alla chercher une petite paire de ciseaux dans son bureau. Ses mains, qui avaient signé des contrats valant des fortunes, tremblaient en s'approchant du jouet usé. Il se sentait comme un profanateur, violant le dernier sanctuaire de cet enfant. Mais il n'avait plus le choix. Avec une infinie précaution, il coupa les premiers fils. La couture céda, révélant non pas de la simple ouate, mais un petit objet dur, enveloppé dans un morceau de plastique. Il le sortit. C'était une clé USB, une minuscule clé noire, qui semblait dérisoire dans la paume de sa main, mais qui pesait soudain le poids d'un monde. C'était le trésor de Julien, une bombe à retardement laissée derrière lui pour protéger sa fille. Antoine se précipita vers son bureau et inséra la clé dans son ordinateur portable. Un seul dossier apparut sur l'écran. Il cliqua. Et le monde tel qu'il le connaissait vola en éclats. Il y avait des dizaines de fichiers, des copies des vraies factures des fournisseurs, comparées à celles, falsifiées et surévaluées, de Bernard. Des photos, prises discrètement par Julien, montrant des barres d'armature rouillées, des sacs de ciment de mauvaise qualité, des briques qui s'effritaient au toucher. C'était la preuve irréfutable d'une fraude massive, d'une mise en danger délibérée de centaines de vies. Mais le pire était le dernier fichier. Un enregistrement audio. Antoine mit son casque pour ne pas réveiller Léa. La voix de Julien, jeune et déterminée, résonna dans ses oreilles. Puis celle de Bernard, mielleuse et menaçante. « Tu es un gamin bien trop curieux, Mercier, » disait Bernard. « Tu devrais te contenter de signer les bons de livraison et de regarder ailleurs. Personne ne saura jamais. Et ton grand patron, Dubois, il s'en fiche. Tant que les murs tiennent jusqu'à l'inauguration, il est content. » « Je vais tout lui dire, » répondit Julien, la voix tendue. « Je ne laisserai pas des gens vivre dans un bâtiment qui pourrait s'effondrer. C'est une question de conscience. » Le rire de Bernard glaça le sang d'Antoine. « La conscience, c'est un luxe pour ceux qui n'ont rien à perdre. Toi, tu as une femme, une petite fille. Ce serait dommage qu'un accident arrive si vite sur un chantier, n'est-ce pas? Une chute, ça ne pardonne pas. » L'enregistrement s'arrêta là. Antoine arracha son casque, le souffle coupé, les yeux brûlants de larmes de rage et de honte. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Un meurtre commis sous sa surveillance, dans l'ombre de son empire, financé par son propre argent. Sa fortune n'était pas seulement entachée, elle était souillée par le sang d'un homme bon qui avait essayé de faire ce qui était juste. Il regarda par la fenêtre la ville de Lyon qui s'étendait à ses pieds, une mer de lumière scintillante qui représentait sa réussite. Mais il ne voyait plus des bâtiments. Il voyait des tombes potentielles. Il voyait sa propre complicité. Il comprit alors le choix qui s'offrait à lui. Il pouvait utiliser ses preuves pour faire chanter Bernard, pour le forcer à le laisser tranquille avec Léa, et enterrer la vérité une seconde fois, où il pouvait tout révéler. Révéler la fraude, avouer la négligence de son entreprise, faire face à la ruine, au procès, à la prison peut-être. Détruire sa vie pour honorer celle d'un autre. Protéger Léa ne suffisait plus. Il devait obtenir justice pour son père. Le prix de sa rédemption était la destruction de tout ce qu'il avait construit. Et pour la première fois de sa vie, ce prix ne lui parut pas trop élevé. Le compte à rebours de 48 heures était devenu son unique horizon. L'aube n'était pas encore levée sur Lyon quand Antoine mit son plan en marche. Il n'agissait plus en homme d'affaires cherchant à limiter les dégâts, mais en homme cherchant à racheter une vie. Il passa un premier appel à son assistante, Caroline, la réveillant sans ménagement. Sa voix était calme, tranchante, ne laissant place à aucune discussion. « Caroline, annulez tous mes rendez-vous. Je veux une réunion d'urgence du conseil d'administration aujourd'hui à 14 heures précises, dans la grande salle de conférence. C'est impératif. » « Mais monsieur, c'est impossible de les réunir dans un délai si court. » « Trouvez un moyen, » coupa Antoine. « Dites-leur que l'avenir de l'entreprise en dépend. Et Caroline. Il y a 2 autres personnes à inviter. La première est un certain monsieur Bernard. Vous trouverez ses coordonnées dans le dossier du chantier de la Confluence.
Dites-lui que je veux lui proposer un partenariat exclusif sur nos futurs projets. Il viendra. Et la deuxième personne, monsieur? Demanda Caroline, intriguée. Un journaliste. Jean-Pierre Martel, du journal Le Progrès. C'est un journaliste d'investigation. Dites-lui que j'ai une histoire pour lui qui fera la une. Une histoire de fraude, de corruption et de meurtre. Donnez-lui l'heure et le lieu, mais dites-lui d'être discret. Après avoir raccroché, il s'occupa de Léa. Il lui prépara un petit déjeuner, répondant à ses questions enfantines avec une patience qu'il ne se connaissait pas. Il savait qu'il ne pouvait pas l'emmener avec lui. Il appela la seule personne en qui il avait une confiance aveugle, une vieille amie de sa femme, une pédiatre à la retraite qui vivait à la campagne, loin du tumulte de la ville. Il lui expliqua la situation en termes vagues, insistant sur le danger qui planait. 1 heure plus tard, il confiait une Léa endormie et son ours Pompon à cette femme bienveillante, lui promettant de tout lui expliquer bientôt. En la regardant partir, il sentit une déchirure, mais aussi une résolution d'acier. Il n'avait plus rien à perdre, car il savait enfin ce pourquoi il se battait. À 14 heures, la salle de réunion du dernier étage de la Tour du Bois était pleine. Les membres du conseil d'administration, des hommes et des femmes en costumes sombres, chuchotaient entre eux, agacés par cette convocation brutale. Monsieur Bernard était là, assis au bout de la table, un sourire suffisant aux lèvres, persuadé d'être sur le point de signer le contrat de sa vie. Dans un coin, près de la porte, Jean-Pierre Martel, le journaliste, observait la scène, son carnet à la main, l'air neutre mais les yeux vifs. Antoine entra en dernier. Il n'était pas en costume, mais en simple chemise, sans cravate. Il semblait fatigué, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Il se plaça au bout de la table, face à la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la ville qu'il avait contribué à bâtir. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix posée. « Je vous ai réunis aujourd'hui non pas pour parler de l'avenir de cette entreprise, mais pour affronter son passé. Un passé que j'ai, par lâcheté et par aveuglement, laissé pourrir dans nos fondations. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le sourire de Bernard se figea. Antoine brancha la clé USB à l'ordinateur portable et l'immense écran mural s'alluma. Il ne fit pas de long discours. Il laissa les preuves parler d'elles-mêmes. D'abord, les photos de Julien. Des barres de fer rongées par la rouille, des parpaings qui s'effritaient, puis les factures. Sur la gauche de l'écran, les vrais bons de commande, montrant des matériaux de qualité. Sur la droite, les factures falsifiées par Bernard, avec des montants 3 fois supérieurs pour des matériaux bas de gamme. Les visages des membres du conseil passèrent de l'agacement à l'inquiétude, puis à l'horreur. « C'est une calomnie, un montage !» s'écria Bernard en se levant, le visage rouge de fureur. « Asseyez-vous, monsieur Bernard, » dit calmement Antoine. « Le meilleur est à venir. » Il lança le dernier fichier, l'enregistrement audio. La voix de Julien, claire et déterminée, puis celle de Bernard, mielleuse et mortelle. Quand la menace à peine voilée de Bernard résonna dans le silence glacial de la salle. Une chute, ça ne pardonne pas. Un frisson collectif parcourut l'assemblée. Le journaliste écrivait frénétiquement. Bernard était livide, piégé. Antoine coupa l'enregistrement. Il se tourna vers l'assemblée, son regard balayant chaque visage. Julien Mercier n'est pas mort à cause d'une négligence. Il a été assassiné parce qu'il allait révéler ce que vous venez de voir. Parce qu'il avait une conscience. Il marqua une pause, puis son regard se posa sur Bernard, un regard sans haine, mais lourd d'un mépris infini. Mais l'unique coupable n'est pas seulement cet homme. Je suis coupable aussi. Coupable de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir vérifié. Coupable d'avoir préféré les délais aux détails, les profits à la prudence. Cette entreprise, notre fortune, est bâtie sur la mort d'un homme innocent et sur la mise en danger de milliers de vies. Et cela s'arrête aujourd'hui. Sur ces mots, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent. 2 policiers en uniforme entrèrent, suivis d'un inspecteur en civil. Le piège s'était refermé. Bernard tenta de fuir, de protester, mais il fut rapidement maîtrisé. Alors qu'on lui passait les menottes, son regard croisa celui d'Antoine. Ce n'était plus un regard de prédateur, mais celui d'un animal traqué. Antoine regarda Bernard être emmené au milieu des flashs de l'appareil photo du journaliste. Il ne ressentit aucune joie, aucune vengeance. Juste un vide étrange et apaisant. Le scandale allait éclater. Son entreprise allait s'effondrer. Il allait probablement tout perdre. Mais en regardant la ville par la fenêtre, il ne voyait plus les monuments de sa réussite, mais le visage d'une petite fille qui lui avait rappelé comment être un homme.
La porte de sa prison dorée venait de s'ouvrir, et il était enfin libre. Le tumulte qui suivit fut à la hauteur du silence qui l'avait précédé. Le scandale de la Tour du Bois fit la une de tous les journaux. Les mots « fraude »,« corruption » et « homicide involontaire » étaient désormais associés au nom d'Antoine, gravé dans la pierre de sa réputation comme une épitaphe. Son empire, bâti sur des fondations d'acier et d'ambition, s'effondra comme un château de cartes. Les actionnaires se retirèrent, les procès s'accumulèrent, intentés par les familles qui vivaient dans les immeubles construits avec les matériaux de Bernard, terrorisés à l'idée que leur foyer puisse devenir leur tombeau. Antoine n'opposa aucune résistance. Il aurait pu se battre, engager les meilleurs avocats pour sauver les meubles, pour minimiser les pertes. Mais il ne le fit pas. À chaque convocation, à chaque audience préliminaire, il acceptait sa part de responsabilité avec une dignité calme qui déconcertait ses accusateurs. Il vendit le Penthouse avec vue sur Fourvière, la voiture allemande silencieuse, les costumes sur mesure. Il vida son existence de tous les symboles de sa réussite passée, comme on purgerait une maison d'objets hantés. Ce qu'il lui restait d'argent, après que les amendes et les premiers dédommagements furent payés, il l'utilisa pour une seule chose. Il créa la fondation Julien Mercier, une organisation destinée à aider les familles victimes d'accidents du travail et à lutter contre la corruption dans le secteur du bâtiment. Ce n'était pas une tentative de blanchir son nom, mais un acte de pénitence. Un moyen de donner un sens à la mort d'un homme qu'il n'avait jamais connu, mais dont la fille lui avait sauvé la vie. Il retrouva la trace de Sophie, la mère de Léa. Elle se cachait chez une cousine à la campagne, brisée par la peur et la honte. Antoine ne vint pas en juge, ni même en sauveur. Il vint en homme qui comprenait ce que signifiait être acculé. Il lui parla de Julien, non pas comme d'un employé, mais comme d'un héros. Il lui finança un soutien psychologique, l'aida à trouver un logement décent et un travail stable, loin de l'emprise des prédateurs comme Bernard. Lentement, très lentement, Sophie commença à se reconstruire. Quelques mois plus tard, les services sociaux, rassurés par sa stabilité retrouvée et par le témoignage d'Antoine, lui rendirent la garde de Léa. Antoine ne chercha jamais à remplacer le père de la fillette. Il devint ce que la France appelle un parrain, une figure bienveillante et protectrice, présente dans sa vie sans être envahissante. Il l'emmenait au parc le dimanche, l'aidait avec ses devoirs de mathématiques et lui racontait des histoires où les héros n'étaient pas des millionnaires, mais des hommes justes. Léa, de son côté, lui apprit à rire de choses simples, à trouver de la joie dans un dessin ou une crêpe au sucre. Elle comblait le vide de son immense appartement bien mieux que toutes les œuvres d'art qu'il avait pu y accumuler. Sa propre transformation était complète. Il vivait désormais dans un appartement plus petit, dans un quartier animé et populaire. Les baies vitrées ne donnaient en plus sur les monuments froids de Lyon, mais sur une petite place où les gens vivaient, riaient et se disputaient. C'était un lieu rempli de bruit, de vie, et Antoine ne s'était jamais senti aussi peu seul. Un après-midi de printemps, alors que le soleil filtrait à travers les platanes de la place, le facteur glissa une lettre dans sa boîte. L'enveloppe était simple, l'écriture sur le devant hésitante, presque enfantine. Il reconnut pourtant cette écriture. C'était celle de sa fille, Camille. Il ne l'avait pas vue depuis 10 ans. Son cœur manqua un battement. Il monta les escaliers, s'assit à sa simple table en bois et ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le papier à l'intérieur ne contenait que quelques lignes. « Papa, j'ai lu ce qui s'est passé dans les journaux. J'ai lu ce que tu as fait. Je ne sais pas trop quoi dire, mais je crois que j'aimerais te reparler. » Antoine leva les yeux de la lettre. Des larmes brouillaient sa vue, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude. Par la fenêtre, il regardait les enfants jouer dans le parc, leurs cris joyeux montant jusqu'à lui. Il avait tout perdu. Sa fortune, sa réputation, son empire. Mais il venait de retrouver l'essentiel. Une porte, celle qu'il avait lui-même claquée au visage de sa propre fille des années plus tôt, venait enfin de s'entr'ouvrir. Et cette fois, il savait qu'il ne la laisserait plus jamais se refermer. La vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans le courage de faire ce qui est juste, peu importe le prix. Et parfois, il faut qu'une petite fille vous rappelle que la porte la plus importante à ouvrir est celle de son propre cœur. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Je promets de vous apporter des récits comme celui-ci aussi souvent que possible, pour éclairer vos journées. Et dites-moi dans les commentaires, de 0 à 10, quelle note cette histoire mérite. Je lis absolument toutes vos réponses.